pour savoir si vous faisiez des comparaisons de thèmes avec l'employeur, si vous faisiez le thème de l'entreprise. Alors là, je peux vous répondre, monsieur souhaite répondre, mais il est évident que lorsqu'on fait une étude de personnel pour une entreprise, en particulier une PME de quelques dizaines ou de quelques centaines de personnes, il faut monter non seulement le thème du cadre, surtout s'il s'agit d'un cadre supérieur de la direction, mais il faut monter le thème de l'employeur. Il était bien évident que l'introduction d'un nouveau cadre, en particulier d'un nouveau cadre supérieur dans une PME, modifie de par sa simple présence, même s'il n'y a pas de création de poste, modifie l'équilibre des rapports des forces à l'intérieur du prime trust autour du PDG. Et il est absolument indispensable de savoir s'il y a un minimum d'affinité, de compatibilité entre l'employeur et la personne qu'il recrute. Et personnellement, je ne me suis pas gêné pour dire ce que j'en pensais à deux employeurs très récemment, et leur dire ce que je viens de dire, et même d'une façon très fracassante, puisqu'à ce moment-là, on intervient, je dirais, en prenant des positions risquées, puisqu'on est protégé de toute façon par le chasseur de tête. Il est évident que le PDG d'une entreprise, dans cette perspective-là, c'est une entreprise de 230 personnes, qui est leader mondial dans sa branche. Ça n'empêche pas d'être leader mondial dans sa branche, et on avait recruté effectivement 6 mois auparavant un cadre supérieur de très haut niveau et extrêmement compétent. Il avait un défaut, il était d'outre-Rhin, il était allemand, c'est-à-dire que les relations, les influences, papa, maman, la donnée, moi et la politique ne comptaient pas pour lui, et qu'il avait un style prussien ou américain ou japonais, comme vous voulez. Et le PDG de l'entreprise, vraiment, l'a éliminé, alors qu'il était tout à fait remarquable, il était numéro 1 dans sa branche, donc il faut absolument étudier la personnalité du chef d'entreprise, ça c'est obligé. Et le thème de l'entreprise elle-même, le jour où elle démarre. Alors, si vous voulez, on peut commencer donc la conférence suivante, puisque le sujet qui m'a été donné est l'astrologie horaire. Et c'est un sujet sur lequel j'ai écrit un bouquin, je ne fais pas beaucoup de pub parce qu'il est à l'espace bleu, ça ne me rapporte pas beaucoup d'argent. Enfin, ça m'a rapporté beaucoup de conférences de Bruxelles à Palma-de-Majorque et même plus loin. Et il s'agit donc de l'astrologie horaire. Alors, on va essayer vraiment d'être très rapide parce qu'on a fait des journées d'astrologie horaire qui ont duré même un week-end entier à Bordeaux ou des journées qui ont duré des journées entières. Donc c'est quelque chose, c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Alors, je vais un petit peu galoper. L'astrologie horaire, qu'est-ce que l'astrologie horaire? Eh bien, c'est la plus ancienne de toutes les astrologies. Puisque vous savez que lorsqu'on remonte un petit peu dans le temps, on trouve 4000 ans avant Jésus-Christ sur les tablettes d'argile l'écriture cunéiforme des Sumériens, et également en Inde et dans la vallée de l'Indus à Mohenjo-Daro, on trouve des études de thèmes d'astrologie horaire, c'est-à-dire qu'on questionnait les astres par interrogation céleste sur un sujet très précis. On ne faisait pas d'astrologie généliaque. L'astrologie qui est la nôtre, presque exclusivement, celle du thème natal d'un individu. Elle s'est développée surtout à partir des Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, parce que là, on s'est trouvé devant un processus qui a mis l'individu au premier plan. Le moi est devenu très important, donc les lions ont pris beaucoup d'importance. Pour résumer, si vous voulez, ça s'est poursuivi jusqu'à notre époque où la balle a été relancée par la psychologie, la psychanalyse. Ça ne veut pas dire que l'astrologie du tout ne soit pas intéressante. L'astrologie horaire, elle, est différente. Je vous mets tout de suite quand même une réserve. Si vous ne savez pas analyser un thème, vous ne pourrez pas faire d'astrologie horaire. Je vous le dis tout de suite. Il faut savoir analyser un thème en profondeur, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais il faut savoir analyser un thème, et on n'analyse pas un thème en se limitant à la position du soleil dans la maison, même si c'est un facteur et un élément extrêmement intéressant, comme le conférencier vient de nous le rappeler. Il y a toute une mécanique assez complexe. Mais à l'évidence, lorsqu'on regarde un moment précis, si je prends ma montre, il est 18
18h05 en heure de Paris, je ramène en temps universel. À l'instant où je parle, dans un rayon de quelques centaines de mètres autour de moi, il y a un enfant qui naît, il y a peut-être quelqu'un qui meurt, il y a peut-être un homme et une femme qui se rencontrent intimement, il y a peut-être quelqu'un qui signe, n'est-ce pas, un rapport financier ou un contrat financier. Cela fait pour le même thème horaire, pour la même tranche de temps, cela va faire une naissance et un thème natal que tout le monde va étudier, surtout si c'est un Français moyen, parce qu'il y a peut-être quelques billets de 100 francs à ramasser. Par contre, si dans la pièce à côté, c'est un petit Malien qui est né et que l'on va reconduire ses parents sous huitaine, n'est-ce pas, au fin fond de la brousse, et où il n'aura pas d'instruction, le thème ne sera pas analysé et le problème des jumeaux astrologiques ne sera pas examiné. Le thème de la rencontre sentimentale peut être, lui, examiné, et ça peut être tout à fait intéressant. Et ce sera le même ascendant, la même position lunaire, la même position de tous les éléments mobiles du thème, à la même minute. Hein? Donc, de la même façon, le thème de mort du vieillard qui va mourir. Autrement dit, dans l'astrologie que nous pratiquons habituellement, dans l'analyse du thème natal, nous isolons artificiellement l'une des significations de ce qu'on peut appeler la méthode astrologique, et qui consiste, par l'aide de la pensée analogique et du symbolisme, et également en se référant à tout un système de mécanique céleste, qui consiste donc à essayer d'avoir un support pour tenir un certain discours. Ce support, pour nous astrologues, est bien sûr très mercurien pour une très grande part. Alors, j'essaie d'être extrêmement rapide, je court-circuite beaucoup de choses, j'en suis désolé. Disons que l'astrologie horaire consiste à étudier le thème d'un événement en lui-même et par rapport à un problème précis, par rapport à un type de question que l'on pose. Il est donc fondamental de disposer d'une grille d'interprétation, une grille d'interprétation fondée sur des liaisons. Alors là, je lance un SOS amitié, un SOS détresse. Il devrait y avoir un appareil de projection de transparent en état de fonctionner. Il arrive parce qu'il y a des centaines de thèmes, mais il faut pouvoir les projeter, on ne peut pas les dessiner. Donc, en attendant l'arrivée de cet appareil de projection, il faut faire une série de remarques. En astrologie horaire, on va prendre donc la tranche du temps comme étant la naissance d'un événement. Cet événement, ça peut être la naissance d'une société, d'une entreprise. Alors, le premier problème qui va se poser, c'est celui, bien sûr, qui consiste à répondre à la question, qu'est-ce que la date de naissance d'un événement? Est-ce que pour une société, ça va être la signature du contrat? Est-ce que ça va être la signature définitive des actes? Est-ce que ça va être l'ouverture du compte bancaire? Est-ce que ça va être la prise de fonction du PDG tel jour à 8h du matin ou à midi? Donc une première difficulté dans un grand nombre de cas, comment trouver effectivement la naissance de l'événement, la naissance de la société. C'est moins simple que l'on pense, et nous avons fait au moins une demi-journée d'études sur ce sujet à Bordeaux il y a 2 ans par exemple. C'est absolument complexe et on peut parler, si vous voulez, en résumé, d'une naissance objective ou d'une naissance subjective. Là aussi je résume à la va-vite des choses qui sont relativement simples à comprendre si on prend des exemples. Naissance objective, j'appuie sur un bouton, je lance la fusée Ariane. Ça, je connais l'heure de lancement, à la minute, à la seconde. Et à l'époque, j'avais étudié 11 lancements de la fusée Ariane, et on était arrivé avec des grilles d'interprétation à des résultats positifs dans 7 cas sur 11. C'était une fiabilité relativement honorable en astrologie horaire. Et dans d'autres cas, la naissance est purement subjective. Une lectrice m'écrit un jour en me disant moi j'habite Nice, ma fille s'est présentée au baccalauréat, ou va se présenter, je ne me souviens plus, est-ce qu'elle sera reçue ou est-ce qu'elle échouera? Mais il y a je ne sais combien de centaines de milliers de jeunes gens, de jeunes filles, etc., d'adolescents merveilleux, qui se présentent au baccalauréat. Alors,
Ben, il est évident que si ma fille ou mon fils se présente au baccalauréat ou moi, il y a très peu de chances pour que ça soit la naissance objective de l'événement, c'est-à-dire, je ne sais pas, le 5 juin 1972 ou 92, qui me concerne moi. C'est forcément le moment où il y a eu une naissance subjective. Par exemple, le moment où Mademoiselle Durand, à Nice, a quitté sa surpatte à 3 heures du matin avec la gueule de bois, et a eu la conscience tragique de son échec. À 3 semaines de l'examen, après 8 mois d'une année scolaire, autour de laquelle elle n'avait rien fait. Donc, je prends ces exemples un peu rigolos, mais qui sont tous vrais, et lorsque je parle, je peux vous dire que je n'invente rien, et que les centaines d'exemples qui sont là ou ailleurs correspondent tous à des cas extrêmement précis, parfois drôles, parfois beaucoup moins, parfois pas du tout. Donc la naissance d'un événement, ça n'est pas si évident que ça de savoir comment trouver cette heure de naissance, mais c'est souvent la prise de conscience de la part de quelqu'un. Ensuite, il y a le problème à éliminer, alors en consultation, puisque les gens sont plus concernés vraisemblablement ici par la consultation que par l'entreprise, sauf peut-être vous, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la fausse question. C'est la fausse question horaire, quelqu'un vient vous voir, et je me souviens un jour au téléphone, le téléphone sonne et personne me dit, je suis en train de me poser la question, est-ce que je dois reprendre mes études de médecine que j'ai abandonnées? Et je me suis exercé un métier. Oui, qu'est-ce que vous faites? Je suis psychologue. Ah bon, tiens, pour quel âge avez-vous? Ben, je crois 32 ans peut-être, 33 ans, quelque chose comme ça. Et bon, tiens, et vous avez abandonné vos études il y a une dizaine d'années? Ben oui. Évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de monter le thème horaire de la question téléphonique. Les gens qui sont ici ont compris, ils ont tous, je suis persuadé, des très grandes finesses psychologiques. Il faut bien sûr retomber tout de suite sur le thème natal du sujet et voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie affective, sentimentale, sexuelle, n'est-ce pas, et dans ses rapports avec sa mère, puisque c'est un homme, vraisemblablement avec sa mère, 10 ans plus tôt, et remonter la machine le plus loin possible, sans doute à ses 3 ans, comme le fait les psychanalystes, peut-être dans sa vie fétale, ou faire carrément une recherche de vie antérieure. Donc ne vous faites pas piéger, si vous faites de l'astrologie horaire, ne vous faites pas piéger par des fausses questions. Alors pour en revenir au sujet lui-même, disons que l'astrologie horaire est une astrologie très professionnelle. Je m'explique. On trouve régulièrement des gens qui se lancent dans l'astrologie, c'est ce que nous avons tous fait un jour ou l'autre, on était très intéressés, puis on a plongé. C'est pas très drôle, parce que le sujet est passionnant, mais la société française nous exclut, elle nous marginalise. Il faut se battre donc pour obtenir du travail, beaucoup plus que pour les autres. Alors, lorsque des gens débarquent dans l'astrologie et étudient un thème natal et qui pataugent un peu, ils s'en dépatouillent toujours. Parce qu'on peut toujours tenir un discours sur un thème natal. On a la position du soleil à la naissance, ça c'est du béton, on peut dire au moins une demi-page de généralité sur le signe. Ça passe moins bien parce que maintenant beaucoup de monde connaissent vraiment des généralités sur le signe de naissance. Alors on ajoute un deuxième élément qui est l'ascendant. Ça fait une mixture parfois assez curieuse quand on a un Capricorne ascendant, par exemple Cancer, n'est-ce pas, ou un Gémeaux Capricorne, enfin des assemblages un peu dissemblables, mais on s'en dépatouille, quoi. Ça fait des discours un peu drôles d'ailleurs, parce que j'en ai vu un, je peux vous l'assurer, qui était écrit, qui commençait par le sujet d'être un petit gros parce qu'il était soleil cancer, et puis ça finissait qu'il était grand maigre osseux parce qu'il était ascendant Capricorne. C'était pas à Paris, c'est à Paris aussi, je crois que ça existe. En astrologie horaire, c'est tout à fait impensable. Vous avez 3 réponses en astrologie horaire. Il faut vraiment prendre ses risques. C'est pas très drôle parce que parfois la personne qui est en face de vous a un problème dramatique, ne serait-ce que le recrutement actuellement, où il y a tant de gens au tapis, sans jeu de mots, et par de gens, n'est-ce pas, qui sont effectivement au chômage, qui cherchent un emploi d'une façon ou d'une autre. Bon.
Alors, je suis convoqué à cet entretien par un employeur, n'est-ce pas, méchant monsieur, est-ce que je vais être pris? Oui, non, il faut répondre. Il y a 3 réponses possibles. Oui, monsieur, madame, vous êtes recruté. Et ça se passe dans 10 jours, ça se passe dans 15 jours. La sanction va être rapide, hein, rassurez-vous. Vous n'aurez pas le temps d'encaisser le chèque, que la gifle va arriver. Deuxièmement, est-ce que je serai recruté? La réponse, non, vous ne serez pas recruté, c'est vrai ou c'est pas vrai. Troisième réponse possible, il faudrait avoir la projection telle, c'est écoutez, je suis très embêté, j'ai entendu vous répondre, il y a des éléments pour, il y a du pour, il y a du contre, mais je vais vous décrire la situation et je vais vous dire comment va se passer l'entretien. Et une fois que j'aurai fait cela, eh bien, en fin d'entretien, et il y a un jeu de questions-réponses aussi, au cours de l'entretien de consultation, en fin d'entretien, je vous dirai honnêtement, il y a 80 ou 75% de chances, à mon avis, que vous soyez recruté, ou bien non, il y a c'est plutôt nettement négatif. Donc vous avez 3 possibilités de réponse si vous voulez passer pour quelqu'un de crédible et ne pas passer pour un charlot et ne pas avoir une contre-publicité phénoménale, aussi bien chez les chasseurs de tête qu'en entreprise, qu'en consultation privée. Ça n'est donc pas si facile que ça. Ce qui suppose également que l'on soit très professionnel. C'est une astrologie très professionnelle, je m'explique, c'est une astrologie qui exige d'être pratiquée tous les jours, ou tous les 2 jours, ou vraiment 3 ou 4 fois par semaine. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, c'est là que je reprends ce qui vient d'être dit par monsieur que je ne connais pas, et avec cette remarque, je suis très d'accord, effectivement, donc nous ne sommes pas compères, et quelqu'un d'autre l'a dit là-bas aussi, je ne connais pas non plus, c'est que le discours astrologique utilise un support. C'est-à-dire que le discours astrologique est fondé sur un substrat qui est astronomique, qui est mathématique et qui fait rire d'ailleurs les astrophysiciens. Je vous en parle en connaissance de cause, car je connais très bien Hubert Reeves ou Jonathan Pecker, et également une demi-douzaine moins d'astronomes de l'Observatoire de Paris ou de Lyon, qui sont d'excellentes relations, sinon des amis, n'est-ce pas? Tant que nous parlons de l'influence des astres sur la Terre, tant que nous nous référons à la mécanique céleste, nous nous rassurons et nous développons un discours mercurien. Mais pour aller vers autre chose, ce discours mercurien qui nous rassure fait rire. En contrepartie, Jean-Claude Pecker, Hubert Reeves et tous les astrophysiciens disent mais c'est n'importe quoi, les astres n'ont aucune espèce d'influence sur Terre, excepté l'étoile, le Soleil, et son reflet par la Lune. Sinon, il n'y a absolument aucune influence de quelque nature que ce soit mesurable, quantifiable, décelable par quelque procédé que ce soit, n'est-ce pas, de l'influence de Sirius, même de l'influence de Mercure. À ce moment-là, pourquoi ne pas prendre les satellites de Jupiter, qui sont beaucoup plus importants que la planète Pluton, par exemple, qui nous fait hérisser les cheveux sur la tête. Par contre, alors là, nous sommes en porte-à-faux, n'est-ce pas, avec les astrophysiciens et les matheux. Par contre, à partir du moment où l'astrologue parle pour dire autre chose, ce qu'il sait qu'il ne sait pas, mais qui intéresse l'autre, l'astrophysicien est intéressé et dit, ben oui, ça m'intéresse. Parce qu'on abandonne complètement mes astres, parce que mes astres, c'est moi, c'est pas lui. Par contre, ce qu'il dit maintenant, en ayant utilisé je ne sais quoi comme support, c'est extrêmement intéressant. Ça n'est pas un discours délirant, cela repose sur une structure qui se développe. Cette structure est rigoureusement la même, qu'il s'agisse d'une personne, d'un fait, d'un événement, d'une société, de quoi que ce soit. Où ce jeu se passe avec l'astrologue, il est capable de passer de l'un des discours à l'autre, du discours mercurien au discours uranien et neptunien, du cerveau droit au cerveau gauche, du cerveau de la raison raisonnante au cerveau de l'imagination la plus folle, n'est-ce pas, ou celle qui ne repose plus sur rien, sinon ce qu'on appelle l'intuition et que l'on sait qu'on ne sait pas, c'est tout. Où il est capable de faire ce discours-là, ou il ne l'est pas. Et il est capable de le faire avec une majorité de cas de réussite, ou pas. Donc,
En conclusion, la nécessité très impérative et impérieuse de pratiquer l'astrologie horaire d'une façon régulière, car ceux et celles d'entre vous qui pratiquent plusieurs nancy, qui ne s'en tiennent pas à l'astrologie, mais qui utilisent comme certains la radiesthésie ou comme d'autres la tarologie, savent, n'est-ce pas, qu'il y a des déclics qui s'opèrent dans le cerveau intuitif, celui du dysovien, que nous ne connaissons pas, que nous ne contrôlons pas, et qui est celui des affects, du fait que quelqu'un m'est sympathique, bien que je ne connaisse personne, ou m'est antipathique, bien que je ne connaisse personne, et que je ne contrôle pas. Donc il y a tout cet ensemble-là qui est à manipuler, à entraîner au jour le jour, exactement comme quelqu'un là, qui se fait des biceps le matin et qui au bout de 2 ans de gonflette a des magnifiques volumes partout, n'est-ce pas? Eh bien c'est exactement la même chose. Ou quelqu'un qui fait du violon, il était doué pour la musique, mais il ne s'entraînait pas. Ben, s'il s'entraîne, ça va marcher, et un grand nombre de gens sont doués pour la musique. Donc passons au second discours, ne vous leurrez pas en croyant que l'astrologie horaire, ça va marcher comme ça. Ça, vous allez avoir un pourcentage d'échec absolument fantastique si vous n'en avez jamais fait. Par contre, si vous prenez un entraînement extrêmement régulier, et que tous les 2 jours, par exemple, vous montiez un thème d'astrologie horaire qui vous concerne, ou qui concerne les proches, prenez le mariage de vos proches, le mariage de vos parents, par exemple, des tuyaux et les étapes dont vous êtes l'un des avatars, n'est-ce pas, réussi ou pas, par rapport à eux, pas par rapport à vous. Étudiez cela sous forme de thème horaire. Étudiez également les thèmes horaires qui vous concernent. Tout le monde travaille, ou je le souhaite, ou a travaillé un jour ou l'autre. Montez le thème de votre recrutement et cherchez à remonter au thème originel, celui qui a fait que vous avez été pris ou que vous n'avez pas été pris. Regardez qu'est-ce qui marche et comment ça marche. Alors là, il peut y avoir énormément de choses extrêmement positives pour votre vie et des choses négatives qui vont apparaître et qui vont vous mettre, n'est-ce pas, l'oreille en alerte et l'œil aussi. Je dirais que le jour où vous arriverez à avoir en astrologie horaire environ 2/3 de réussite d'une façon permanente sur une période, mettons, de 6 mois à 1 an, vous aurez atteint un niveau d'astrologie horaire tout à fait convenable, surtout pour un occidental, car nous ne sommes pas des hindous en train de manipuler des thèmes que nous découpons en centaines de petits morceaux, n'est-ce pas, depuis 93 000 ans, c'est ça, c'est le discours des hindous, du moins. Donc nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens du bord, mais avec nos moyens, nous, ça marche aussi. Hein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une astrologie très professionnelle. Il faut de l'entraînement. Et si vous restez 15 jours sans en faire, ben, ça marchera beaucoup moins bien. Alors, je pense que là, on a vu la plupart, je dirais, des généralités. Je précise toutefois très rapidement, tout de même, que l'astrologie horaire présente un intérêt. Moi, je suis allé à l'astrologie horaire par paresse, parce qu'il y a une dizaine d'années, quand des gens me demandaient d'établir des prévisions, je faisais comme tout le monde, je faisais les transits, chers à Barbeau et quelques autres, et qui sont très révélateurs des événements d'ailleurs. Je faisais les révolutions solaires, n'est-ce pas, les bien-aimés de Volgin, n'est-ce pas, et puis, un beau jour, je suis tombé sur Brahim et Antares qui m'ont dit, ah, dis donc, moi, quand je fais les révolutions solaires d'Antares et quand Antares fait les miennes, on se dit, tiens, eh bien, une fois tous les 7 ou 8 ans, ou tous les 6 ans, tu es mort. Ben oui, forcément, par la méthode du soleil qui se déplace en maison, de l'ascendant, etc., nous avons des révolutions solaires mortifères tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça dépend de nos thèmes, tout le monde est d'accord. Alors, Brahim disait, ben voilà, j'ai bouffé avec Antares dans une grande brasserie à Bruxelles pour fêter la mort d'Antares. Et ou alors, l'année dernière, nous avons fêté ma mort. Par Volgin, nous sommes morts tous les deux. Alors, il n'y a qu'un malheur, la dernière fois que j'ai vu Antares, c'était la dernière conférence que j'ai donnée à Bruxelles, c'était il y a 1 an. Il avait 93 ans, il allait sur ses 94 ans, en dépit d'une fracture du col du fémur, et Antares doit avoir atteint l'âge uranien de 84 ans ou au-delà. Donc, et c'est l'histoire de la C. Il suffit de la casser pour échapper au destin.
Alors peut-être que de mourir pour rien, eh bien ça vous prolonge. Oui, c'est possible. Alors ce que je veux dire, c'est que finalement, sous cette double pression de la paresse naturelle d'un côté, et de l'autre du doute que ces deux amis, mais personnalités considérables de dimension tout à fait internationale, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'entre nous à Paris, il faut bien le dire. Donc ces gens avaient jeté le doute, n'est-ce pas, avaient jeté le doute chez moi. Alors je suis allé dans l'astrologie horaire, et puis j'ai vu que ça répondait à des questions extrêmement pointues. Encore une fois, une question extrêmement banale de nos jours, je vais être convoqué dans 15 jours ou dans 10 jours, est-ce que je vais être recruté ou pas? Encore une fois, oui, non, ça va se passer comme ça. Au week-end dernier, tiens, à ce week-end du Congrès international d'astrologie de notre ami Elbron et de la SAF, j'ai fait une rencontre sentimentale formidable. Alors c'est la rencontre du siècle pour moi, 30 ans de vie sentimentale, ça y est, qui démarre. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, où je vais vous décrire la situation, vraisemblablement, qui sera plus prosaïque et qui risquera d'être beaucoup plus éphémère que vous ne pensez. Hein? Donc des questions et des réponses extrêmement précises et pointues, auxquelles eh bien, les révolutions solaires ne me donnaient pas de réponse, car la révolution solaire me semble donner la tonalité affective d'une année. C'est une année de soucis professionnels ou de rencontres sentimentales, c'est une année de succès ou une année de perte financière. Les événements précis, j'ai vu des tas de gens qui se torturaient pour les sortir de la révolution solaire, ça ne me paraît pas tellement évident. Les transits donnent plus d'événements, mais on peut avoir une révolution solaire très médiocre, on peut avoir un transit très faiblard, et être tout à fait recruté au cours d'un thème, du thème horaire d'un entretien professionnel. On peut également avoir une révolution solaire assez vague sur le plan sentimental et faire effectivement une grande rencontre horaire. J'en ai des foules d'exemples, il n'y a plus qu'à trouver des éditeurs qui payent. C'est très important puisque notre société est fondée sur l'argent, il faut vivre, donc on écrira effectivement énormément de choses, on a matière à cela. Alors si on pouvait me donner le rétroprojecteur, ça serait très sympa. Oui, en fait, disons, pour me résumer, c'est une remarque intéressante, que l'astrologie horaire va tenter de relever le défi d'une réponse précise d'un consultant, qu'il s'agisse d'une entreprise qui veut faire un investissement, qu'il s'agisse de quelqu'un qui fait une rencontre sentimentale ou professionnelle importante, et l'astrologie horaire va tenter de répondre. Elle va tenter de le faire, bien sûr, en se fondant au départ, en fondant son discours sur des grilles d'interprétation, et c'est là qu'il faut absolument avoir un appareil de projection. Et d'ailleurs, ah donc, qui veut me servir de manipulateur style victime, qui veut... Vous êtes sympa. Je suis incapable, il ne faut pas lui technique chez nous. C'est pour vous d'autres le chantage de la Si je comprends bien, pour pratiquer l'astrologie horaire, il faut déjà être professionnel de l'astrologie. J'ai à peine plus que la moitié. Il a dit que cette chance était 3. De maisons, et nous allons utiliser également la méthode des maisons dérivées. La méthode des maisons dérivées se trouve signalée dans le Tétrabiblos de Ptolémée, se trouve également signalée, il y a deux phrases, par, n'est-ce pas, Morin de Villefranche, dans l'Astrologica Gallica, et il y a un livre de Picard également, qui vivait dans les années 30, et qui a été certainement l'un des plus grands astrologues français, et comme il était polytechnicien, il vivait en partie d'autre chose, mais il disait qu'il vivait surtout grâce à son savoir polytechnicien, et qui a été discuté. Alors, les maisons dérivées, tout le monde les connaît. J'ai songé à utiliser les maisons dérivées en astrologie horaire pour une raison simple, c'est qu'au cours de mes séjours en Inde, j'ai rencontré donc des astrologues hindous qui ne m'ont pas dit grand-chose. Car les gens qui vont en Inde, n'est-ce pas, comme nous, sont des gens qui font partie d'autres sociétés,
et les astrologues hindous se situent à l'intérieur de la société hindoue dans des systèmes, non pas de classe sociale, mais dans des systèmes de caste. Et il faut donc, premièrement, ceci dit pour ceux qui reviennent et qui écrivent des livres, j'ai été initié, etc. C'est de la rigolade, vous dites tout de suite, vous ne faites pas avoir. L'initiation en Inde se donne en sanskrit. C'est-à-dire, c'est comme si chez nous, on donnait une initiation en grec. Alors, vous voyez tout de suite déjà le processus d'élimination. Deuxièmement, elle ne se donne pas à des gens qui, pour les hindous, ne sont pas ariens. Au désespoir, nous ne sommes pas ariens. J'apporte également l'information, n'est-ce pas, ce qui va jeter le trouble chez un certain nombre de gens. Alors, les hindous, de toute façon, confirment ce que l'on sait en le développant. C'est-à-dire que si on arrive à une bifurcation où il y a 4 voies et qu'on hésite entre 2 qui vous indiquent la bonne, ce qui est déjà très important. Deuxièmement, les hindous pratiquent les maisons lunaires, et peut-être que quelqu'un en traitera au fil du congrès, et divisent le thème, le segmentent à l'infini, le coupe en douzaines et centaines de morceaux. Comme je n'étais pas très sûr d'avoir parfaitement compris leur système, puisqu'ils ne m'étaient pas communiqués de façon extrêmement détaillée et précise, mais d'une façon globale, j'ai donc repris le détail des maisons dérivées et j'ai développé tout simplement cette technique hindoue qui consiste à découper le thème en centaines de morceaux qui sont autant de maisons. Alors, on les appelle des maisons lunaires, des sous-maisons lunaires ou des maisons dérivées ou sous-dérivées, ça revient exactement au même. La technique est extrêmement simple, peut-être que tout le monde la connaît, au cas où quelques personnes ne la connaîtraient pas, je l'explique très rapidement. Voici un cercle, à l'extérieur, j'ai donc indiqué les maisons radicales, selon un thème extrêmement simple, en zodiaque fixe, le 0 degré du bélier étant ici. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 12. Et puis, je vais dériver. Je vais dériver ce système, c'est-à-dire que je vais créer un système de maisons dites dérivées. Extrêmement simple. Au lieu de dire je prends la maison 1 radicale comme maison 1 ascendant, je prends la maison 12. C'est-à-dire que voilà ma nouvelle 1. Petit 1, ici. Donc, ce sont les chiffres romains en maison radicale. Et ici, en maison dérivée, vous avez au contraire les chiffres hindous, les chiffres arabes. 1, 2, 3, 4, 5. J'obtiens un nouveau système de domification. Je rappelle donc uniquement le principe d'une façon extrêmement rapide. Voilà ce que ça donne appliqué en astrologie horaire aux maisons, à une étude de thème horaire concernant des questions de vie sentimentale. La grande rencontre amoureuse, par exemple. Voilà le système de domification dérivée, tel qu'il se trouve d'ailleurs à l'intérieur de mon livre. Donc, si j'ai un thème horaire à étudier et que la question lui posée soit, je ne sais pas si on peut obtenir quelque chose de plus net, ça donne du temps. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que ça donne? C'est ça le bien? Dans l'autre sens peut-être. Comme ça? Non, dans l'autre sens. Alors, on ne peut pas obtenir mieux. Bon, ben, si vous voyez, c'est bien. Je vais donc prendre les maisons et l'amour, ici, et je vais étudier le thème de la rencontre. La rencontre a eu lieu donc tout de suite, 18h35, heure de Paris, aujourd'hui. J'ai monté le thème horaire. Je vais me référer à ce système de domification. Le sujet est la maison 1. Bon, ça c'est banal. La maison 2, la signification globale, c'est la richesse, les acquisitions, etc. Je vais l'utiliser comme étant, en sens dérivé radical, le bonheur dans les questions sentimentales. Je considère, j'ai peut-être tort, qu'il n'y aura pas uniquement l'argent, mais que le capital bonheur interviendra dans une rencontre sentimentale. C'est peut-être fleur bleue, mais enfin je crois que ça ne durera pas longtemps s'il n'y a pas une bonne maison 2. Je vais prendre la 3 comme les relations, communications diverses, lettres d'amour, la 4 pour le foyer, la 5 va être le rôle de l'amant et de la maîtresse, la 6 la table et l'hygiène du couple, généralement négligé, le sens de la maison radicale, 6 est souvent négligé, c'est une erreur.
C'est une erreur parce qu'un couple qui n'a pas une bonne hygiène, surtout s'il y a beaucoup de Virginiens ou de Gémeaux chez l'un des deux, ça ne marchera pas. Et la table est également l'un des éléments de rencontre au niveau de l'inconscient. La relation de la personne à la nourriture est très importante dans l'affectivité. Alors, on va continuer les maisons radicales, mais je continue. En sens dérivé, la 1, c'est la 7 de 7. Tout le monde est d'accord. On voit la roue, crac, hein, c'est la 7 de 7. La 7 de 7, c'est l'influence du conjoint sur le sujet. Ça peut être également le remariage avec le même conjoint après un divorce. J'en ai vu 2 cas. J'ai vu 2 cas, par exemple, de personnes, c'est intéressant. Ils sont partis au régiment, ils sont divorcés, quand ils sont revenus, 2 ans plus tard, ils sont mariés. Alors, la 2, c'est la 8 de 7. C'est la suite et fin d'un mariage. Ça peut être la 4 de 11, c'est la fin d'une amitié aussi. La 3 est importante, éventuellement comme 9 de 7. On verra la maison 9 tout à l'heure. La maison 9, quand elle apparaîtra ici, moi je l'utilise comme l'idéal du couple, c'est-à-dire les rêves ensemble. Un couple, il faut qu'il y ait des rêves ensemble. S'il y en a un dont le rêve est de faire le tour du monde au galop comme un Sagittaire ou un Gémeaux modèle, et si l'autre c'est de rester cramponné au rocher dans la maison natale comme un cancer, ça ne marchera pas s'il n'y a pas de rêve ensemble. Mais il faudra reprendre la 3 comme 9 de 7, c'est l'idéal du conjoint également. On peut, sur cette notion d'idéal, reprendre également la qualité d'un mariage. 7 de 9, mariage de prêtre, bon, ça se voit. Bon, la 5 de 11, c'est également le sens de la 3. Vous savez que dans un thème, ça marche également, attention pour le thème natal, tout ce que je dis. Les astrologies ne sont pas séparées, c'est complet. On dit que la 5 est la maison de l'amant et de la maîtresse, c'est également la maison 3. Vous trouverez beaucoup plus de choses en analysant le contenu de la 3, les rapports du maître de 3 et les transits en 3 au niveau de l'amant et des relations de ce genre. Bon, alors on passe ici, la cérémonie du mariage peut être indiquée par la 4 et pas forcément par la 10. Alors les amis du conjoint se retrouvent en 5 comme 2 de 7 et la 2 de 8 m'a beaucoup intéressé. La 6 ça marche aussi comme 2 de 8 en liaison avec la 8. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas où on voit des veufs et des veuves qui ont eu, c'était encore le cas là, récemment, qui ont eu des conjoints, n'est-ce pas, avec qui ça a très bien marché, et ils les ont idéalisés, puis l'un des conjoints est décédé, et à ce moment-là, on trouve un véritable culte du souvenir des morts, avec le refus du mariage, ce qui est parfaitement légitime, installation dans 2 cas d'un hôtel à domicile, un véritable hôtel. Bon, alors je passe parce que je suis peut-être en train de déborder de tous les côtés. Je vais pas me faire le voilà. Les maisons et l'amour, voilà la fin de ce système-là. La 7, c'est le conjoint. Naturellement, celui ou celle qui joue ce rôle, c'est tout simplement l'autre privilégié dans le thème natal, c'est l'autre morceau, l'autre moitié de l'androgyne originelle. Bon, mais c'est aussi, n'est-ce pas, la 3 de la 5, et c'est la 9 de 11. Donc n'oubliez pas les sens dérivés, quand vous êtes en panne dans un thème horaire, pour étudier une question sentimentale, vous prenez ces grilles, vous retombez dessus, et je vous assure que c'est pratique. Je citerai une anecdote. Et beaucoup d'autres. La 8, c'est bien sûr la libido, c'est une maison importante dans l'amour. Et sont les biens du conjoint, ça, il y a aussi des mariages qui marchent avec des maisons 8 très importantes, parce que ce sont les biens du conjoint qui intéressent. Beaucoup plus que son tournage. Enfin, ça, sont les choses qui arrivent. La 9, c'est les rêves ensemble, c'est l'idéal du couple. Bon, on peut utiliser ces sens dérivés également. La 10, acte important, et 2 sens dérivés importants aussi. On trouve tout ça après dans les conflits des personnes. La 11, les espoirs, et la 12, les épreuves, les sanctuaires du couple. Et, je vous signale 2 sens importants, un qui est reporté et qui est important dans les maladies. C'est la 5 de 8, la 12, c'est important, d'autant qu'on parle beaucoup de maladies transmissibles comme le sida ou autres. Et c'est également la maison, comme vous savez, considérée comme la maison de l'accouchement. L'accouchement, un problème ou pas. Alors on va donc manipuler ces maisons-là pour
se sortir d'un thème horaire concernant les questions sentimentales. Bon. Je peux vous demander pourquoi vous avez mis la première maison en 12, pourquoi vous ne l'avez pas mis en 1? Parce que, oui, c'est vrai, je me suis posé la question aussi. Pourquoi est-ce que le 1 correspond à 12? Pourquoi il ne correspond pas à 1? Que vous avez laissé la maison 2 en 1? Attendez, faut que je reprends. C'est la maison dérivée. Mais non, mais le point de départ est en 12. Attendez. Et pourquoi cette dérive de la 1 en 12? Voilà. La 12, c'est la 1, c'est la 1. Vous pouvez dire la maison sportive. Non, pourquoi ce choix? Alors, ça, c'est la définition d'un système de domification dérivée. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je décale la domification normale, n'est-ce pas, la domification radicale, celle du thème radical. C'est celle qui est à l'extérieur. Vous effacez donc les chiffres à nous arabe intérieur. Je veux bâtir un système dérivé. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une autre maison radicale, n'importe laquelle, madame, comme ascendant horaire. Alors, c'est l'idée de base de la dérivée, des systèmes dérivés. Ce qui fait, là j'essaie d'aller extrêmement vite, encore une fois, ça dure des heures habituellement, si vous voulez, on arrive ainsi à 144 maisons, 12 fois 12. Et par quoi va être dicté votre choix de la dérive d'une maison dans un réseau? Très bien, je vous remercie de la question, très pertinente, par la question horaire. S'il s'agit, on parle de question horaire, mais on ne peut pas aborder le thème horaire sans parler technique, hélas, cuisine, si vous voulez, astrologique. Et à ce moment-là, si la personne va me poser, par exemple, comment mon accouchement va se passer. C'est une question qui s'est posée il y a quelques semaines. Je vais accoucher en Seine-et-Marne et l'accouchement n'est pas possible, donc on va me faire une césarienne, c'est décidé depuis plusieurs mois, je suis très inquiète, etc. On va utiliser ce système-là. C'est-à-dire qu'on va étudier le thème natal du sujet, sa révolution solaire, ses transits, tout ce que vous utilisez habituellement, bien sûr, mais on va bâtir un thème horaire qui est le thème de la question posée au téléphone, par exemple, ou par lettre, ou au moment où la lettre a été écrite, ou au moment de l'entretien, je ne sais pas. On va prendre un thème horaire, et dans ce thème horaire, on va bâtir un système de domification, dont la domification dérivée sera comme ceci. À ce moment-là, je prendrai la 12 comme ascendant, puisqu'il s'agit d'un accouchement. S'il s'agissait d'une question sentimentale, je me rabattrai sur l'une des maisons concernées, la 5, la 7, la 5 pour les sentiments, la 7 donc pour l'union, et la 8 pour la sexualité. Je prendrai la 9 aussi pour l'idéal, alors en fonction de la façon dont la situation se présente. C'est plus clair? Oui, oui. Il faut qu'on ait tous, si on veut pratiquer le thème horaire, il faut qu'on ait tous en tête le même symbolisme des maisons, en fait. Parce que si, comme la dérive se fait par rapport à un symbolisme des maisons... Je signale que nous reparlerons des maisons dérivées demain matin à 11h30. Il y a Annie Joly qui va parler des maisons dérivées également. Demain en fait matinée. Alors voilà des applications très précises de thèmes qui sont frères. Tous ces thèmes sont des thèmes qui n'ont pas été inventés. Des thèmes qui se sont posés un jour. C'est une rencontre sentimentale. Là, il se trouve que l'horaire n'est pas reporté, mais ça n'est pas très important. Et il y en a de plus drôles. Alors cette rencontre-là, je ne sais pas si c'est très, très net. Alors cette rencontre-là, c'est donc la rencontre d'un homme et d'une femme, un thème sentimental. Et puis, ça s'est passé comment? Ah oui, qu'est-ce qui était contenu dans le thème potentiel? Ce qui était contenu dans le thème potentiel, effectivement, je n'ai pas de très bons yeux, je connais le thème, mais Vous pouvez travailler directement sur le... là, sur l'appareil, vous pouvez le montrer directement. Ah oui, je peux le montrer sur le papier. Merci. Alors, j'ai récupéré fond du ciel, milieu du ciel,
fond du ciel, bon, là, je vais compter, fond du ciel, milieu du ciel. Donc mon ascendant se trouve, ou alors je vais lire là-dessus, l'ascendant est vers 29 de la balance, c'est ça, il est vers 29 de la balance, et nous avons une conjonction ici d'Uranus au nœud nord avec l'ascendant en 1. On peut donc penser que la rencontre a fortement secoué le consultant. Hein? Il doit se passer quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, si je regarde l'idéal qui peut se trouver dans le couple, je vais regarder donc la maison 9, et je m'aperçois qu'elle se trouve en Gémeaux, dont le maître est Mercure. Bon, je vais lire, j'ai la même conférence sur papier, alors je le lis plus facilement ici. Donc vous voyez, Mercure est conjoint à Mars, et il y a un amas planétaire avec Vénus en maison 11. C'est un jour de nouvelle lune d'ailleurs, donc la rencontre est vraisemblablement assez forte. Ce n'est pas un thème horaire élaboré, ça s'est passé comme ça. Et celui qui a consulté, c'est le consultant, c'est un homme, c'est pas la femme qui a consulté. Hein? Donc j'ai déjà au départ ces indications, c'est l'homme qui consulte et ce n'est pas la femme. Et le sujet va donc se retrouver à l'ascendant. Alors, si je vois le maître de 4, je vois évidemment que c'est Uranus. Je note également dans cette maison 7, c'est une des conjonctions que signalait quelqu'un tout à l'heure, c'est une conjonction donc de la lune noire avec le nœud descendant. J'aurais tendance, quand j'ai analysé ce thème, j'ai surtout regardé également la maison 3. C'est Jupiter qui est maître de 3 et qui se trouve en 9. C'est ce qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé également, c'est la place de Saturne, à milieu de ciel de l'ascendant ovaire. Et le fait que le consultant soit l'homme, et que ce soit un homme mûr, c'est toutes ces choses, bon, hein, il ne faut pas seulement dire c'est parce qu'il y a 75 degrés, c'est pas vrai. Il y a tout un ensemble, il y a une situation affective humaine à voir. Et j'ai dit, monsieur, vous avez certainement rencontré quelqu'un d'assez jeune, si j'en crois Mars et si j'en crois Mercure, et vous avez eu envie d'être son amant. Je ne suis pas sûr que ça ait marché, je dirais même plutôt non. Par contre, la rencontre a dû être assez forte, mais elle ne me paraît pas du tout concluante. Il m'a répondu oui, ça s'est passé à peu près comme ça, et ça n'a jamais marché. C'est un consultant qui est revenu pour d'autres questions plus tard, et ça n'a jamais marché. S'il vous plaît, je vais poser une question. Oui. On dit classiquement que lorsque l'ascendant est dans les 3 derniers signes, les 3 derniers degrés d'ascendant, c'est là. il faut poser la question. C'est là, page 32. Oui. Alors j'ai rencontré si on se met sur les publics, il y en a pour 48 heures, je suis arrivé par les organisateurs. Alors, si on cite les règles d'astrologie horaire et si on les applique, elles sont là, effectivement, elles sont assez souvent intéressantes. C'est-à-dire que si l'ascendant horaire est dans les premiers degrés du signe, bon, c'est un peu prématuré, la question n'est pas mûre. Alors j'ai un exemple, là effectivement j'ai quelqu'un qui est très connu d'ailleurs, pas un homme politique, mais qui est très connu, qui est allé proposer toute une histoire à Bruxelles il y a quelques années, et ça tombait comme ça. Alors comme je savais que jamais j'en tirerais rien sur un plan d'intérêt matériel, j'ai fait un thème horaire. Ça tombait au premier degré, et je lui ai dit c'est prématuré. Il est allé à Bruxelles, et on lui a dit de revenir 6 mois plus tard pour reposer sa question. Sur cet homme, il a pris sa décision. Et effectivement, le disque a été lancé, et le plus mal lancé possible, sans pub, et il a raté. Mais je ne sais pas, si vous rappelez effectivement des règles d'astrologie horaire, je vous en remercie. J'ai des cas très précis. Par contre, j'ai des cas où, en début de signe ou en fin de signe, l'ascendant se situant en fin de signe ou en début de signe, on analyse à fond et ça marche parfaitement. Alors là aussi, il faut dire que l'astrologie horaire, vous n'avez pas du tout de résultat, comme lorsque vous faites le portrait psychologique de quelqu'un, ou l'entreprise, ou la personne, ou la famille, vous dites, ou la personne, laissez-moi tout cracher à 90%. Vous n'avez pas ça du tout en astrologie horaire. Vous avez un déchet de 25 à 30% de déchet.
Si ça ne marche pas, il faut le laisser, c'est que vous n'êtes pas mûr pour ce type de question, ou c'est l'astrologie horaire qui n'est pas de point pour ce type de question, n'est-ce pas? Donc il faut surtout parler des réussites, mais il y a aussi des échecs. Cette question est posée par une journaliste femme très célèbre. Il me voit à ce moment-là, il me dit, est-ce que je dois changer d'amant? Alors, la réponse, puisque j'ai les chroniques à l'heure du horoscope, et la réponse avait été publiée d'ailleurs à l'époque, c'est celle du 21 octobre 85, c'est ça? 21 octobre 85 à Paris, oui. Alors ça, ce sont des faits tout à fait authentiques. Alors, la réponse qui a été donnée par écrit dans ce numéro d'horoscope, qu'elle est longue. Enfin, je vais résumer. Alors là aussi, la question psychologique est très importante. Si une femme dont je sais pertinemment qu'elle est du signe des Gémeaux et qu'elle a un amas planétaire en Gémeaux me pose au téléphone, est-ce que je dois changer d'amant, et en plus qu'elle a 39 ans, etc., je vais tout de même dire, c'est tout de même pas la passion qui parle là toute pure, madame, n'est-ce pas? Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes au stade mercurien de la passion, et pas du tout au stade de l'union de Mars et de Vénus, ou de l'expansion jupitérienne ou de l'explosion uranienne, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas cette personne avec un idéal tout à fait neptunien, n'est-ce pas? C'est tout à fait autre chose. Alors, la réponse avait été, je ne sais pas combien de temps on dispose, je me permets de noter au passage, et dans le but de vous éclairer sur la nature de vos sentiments, que la passion ne parle pas la vie pure comme dans Racine ou dans la vie, quand nous aimons dans un élan et une explosion vers l'autre. D'ailleurs, le maître horaire, alors on utilise le maître horaire en astrologie horaire. Le maître horaire, c'était Mercure. D'ailleurs, le maître horaire Mercure, qui est maître chez vous des maisons 5 et 6, et qui est la planète culminante du thème. La planète culminante du thème confirme cette impression. L'heure est à l'analyse qui évalue et soupèse des choses en fonction de l'intérêt. Elle est à la raison raisonnante, au calcul. Le cœur et le corps, seigneurs de l'amour, ne sont là que distraitement et ne sont pas les premiers. Bref, vous contrôlez tout à fait les événements par un jeu très Gémeaux. Saturne, maître de l'ascendant, renforce cette tendance, tout comme la Lune, Verseau, presque angulaire. Bon, on n'a pas le temps de commenter, mais là, il y a les 2 pages. Donc, nous étions dans des choses qui n'étaient pas tellement passionnantes. Alors là, c'est comment va se passer mon divorce. Alors, c'est pas toujours glorieux. Donc on remarque au passage là. C'est ça. On remarque au passage. Bon. On me demande d'arrêter dans 5 minutes. On va essayer d'aller tranquille. Là, la personne vient et me dit, voilà comment va se passer mon divorce. La question était celle-ci. Je divorce, c'est une question physique, la personne est venue. Et se passe très bien actuellement, semble-t-il. Je me déroge quand même et j'aimerais savoir si tout continuera à baigner dans l'huile. J'aimerais savoir si l'astrologie peut m'éclairer, me donner des précisions et me dire réellement comment va se passer ce divorce, parce que ça se passe très bien. Nous venons pour l'instant, pas de problème, nous venons de décider de nous séparer, de prendre chacun un avocat pour la forme, mais bien sûr divorcer à l'amiable par consentement mutuel. C'est le thème du 8 novembre 83, etc. La région parisienne ouest. Et la réponse, évidemment, le thème horaire monté, celui du 8 novembre 83 à 11h30 sur Paris-Ouest. Alors, la réponse est extrêmement décevante pour la consultante, puisque je lui dis, ça c'est le compte rendu, alors je bien quand je l'ai reçu, contrairement à ce que vous croyez, votre divorce ne se passera pas bien du tout. L'affaire ne se présente pas très bien pour vous, mais pas du tout. Le pronostic est nettement réservé, d'ailleurs plutôt un peu meilleur pour votre mari qui doit contrôler le jeu. Alors, si vous ressentez une certaine euphorie, c'est peut-être celle que donne Jupiter, c'est les anciens quand ils veulent perdre quelqu'un. En effet, il ne vous est guère favorable. Il vous propose surtout le défaut de ses qualités, l'erreur par excès de confiance en soi justifiée. Il est malheureusement évident aussi
que vous avez une vue complètement faussée de la situation. Neptune, en effet, est maître de la proie en conjonction avec la Lune à l'ascendant. Vous bercez d'illusions, de rêveries agréables peut-être, autour desquelles vous arrangez les choses à votre fantaisie, selon vos désirs, mais aussi comme elles ne sont pas dans la réalité. Le réveil risque d'être soudain et brutal, conjonction Mars-Vénus en 9, en carré à l'ascendant. Aussi, sans vous alarmer, préparez-vous à affronter des réactions dures, soyez prête à réagir à des attaques sévères violentes, etc. Elle a déménagé 3 fois depuis, et 3 fois son mari est venu la frapper. Non, mais c'est des situations drôles. Oui, elle a tapé aussi. Elle a tapé. Et le divorce n'est pas du tout passé. Toujours pas terminé. Alors, il y aurait toutes des choses à poursuivre, hélas, l'horaire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous allons donc terminer par terminer avant de passer à la soirée, bien sûr, et le repas. Nous allons avec Julien Fiblet et Anne Rose. Je pense des réflexions un peu à bâton rompu sur le problème des maisons. Ça va peut-être un petit peu rafraîchir tout ça, relancer une nouvelle dynamique pour jusqu'à demain soir. C'est-à-dire qu'on n'a pas un sujet spécifique, on va essayer de réfléchir avec vous sur ce qu'on a sur le problème des maisons. Voilà, je crois que vous connaissez bien Soubé, elle a publié notamment un cours de tarot chez Garpi, et elle dirige une école pluridisciplinaire, on peut dire. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que vous inspire ce sujet, ce thème du Voilà, c'est ça. Donc, comme on avait dit que la journée était liée aux maisons, donc effectivement, j'ai surtout pensé aux maisons, mais au fond, on pourrait élargir le débat si ça vous intéresse, et éventuellement, vous pourriez poser des questions, et à travers vos questions, on pourrait justement élargir un petit peu l'idée des maisons. Ce que je voulais souligner dans les maisons, c'est qu'effectivement, lorsque on s'intéresse aux maisons, on les prend très souvent au premier degré. Et effectivement, on a raison, c'est intéressant, c'est juste en soi, puisqu'on va retrouver toutes les valeurs classiques indiquées dans nos maisons. Mais en même temps, c'est vrai que, entre autres, sur le plan psychologique, il serait intéressant un petit peu de les élargir et de donner à nos maisons aussi des sens, c'est vrai, psychologiques, de comportement, et même, au fond, peut-être une certaine méditation, si on veut, plutôt réflexion sur l'ensemble. Par exemple, pour parler plus concret, cette fameuse maison 10 où on dit c'est le règne, c'est les ambitions, ce sont les actes du sujet et c'est la mère. Effectivement, toutes ces considérations sont très intéressantes, mais en plus, je trouve que ça nous appelle à une réflexion et entre autres, comme je disais au départ, une réflexion psychologique. Surtout si l'on dit c'est la mère et ce sont les ambitions. Eh bien, cette idée-là est particulièrement intéressante et nous fait comprendre justement combien l'individu est lié dans son destin au désir de la mère. Et quelquefois, entre autres, on voit une dixième maison, très riche, en planète heureuse, bénéfique, et on aurait un petit peu tendance à dire cette personne va avoir un destin florissant, un destin, une grande notoriété, etc. Or, la pratique nous enseigne qu'il faut être plus, comment dire, plus analytique finalement que ça et moins au premier degré, parce que combien de dixièmes maisons
quand vous faites de l'astrologie, n'avons-nous pas vu qui paraissait effectivement mirobolants et finalement avec des destins qui n'avaient rien de glorieux, mais qui effectivement sont quelquefois étroitement liés au désir de la mère. Et je vais vous donner un exemple, parce que, comme on dit, un court-coquille vaut mieux qu'un long discours. Je me souviens d'un petit enfant qui avait dans sa maison 10 les trois quarts des planètes du zodiaque en Scorpion, et effectivement on aurait pu penser que cet enfant était connu à un destin très ambigu, etc. Or c'était un enfant autistique qui effectivement avait une vie qui était prise par l'extérieur, mais là où je veux en venir par rapport à la mère, c'est que la mère avait dans sa 5e maison à peu près le même amas, à quelque chose près, le même type d'amas dans sa 5e maison. Et ça, évidemment, bien sûr, là je vous prends un exemple très typique, mais en même temps très parlant, c'est qu'il y avait ici un lien particulièrement étroit, troublant entre la mère et l'enfant, et tout le désir de la mère dans l'enfant, et tout le désir de l'enfant dans la mère. Et c'est vrai que cette maman était une maman très perturbée, était une maman qui avait fini en asile psychiatrique, et que l'enfant était autistique. Donc, vous voyez que nos maisons, d'ailleurs, parce qu'on parle des maisons, je parle des maisons, mais on pourrait parler des signes, on pourrait parler d'un tas de choses. Mais nos maisons, il faut savoir aussi les percevoir à des niveaux et à des degrés différents, pas tout au premier degré. Vous voyez, imaginez-vous que vous ayez ce thème et que vous disiez, eh bien voilà un enfant qui est promu à un destin extraordinaire. Eh bien, vous voyez que c'est loin d'un destin extraordinaire, effectivement. Et là, on rejoint tout à fait la psychologie. La mère, l'enfant, le destin, effectivement, il était inscrit dans cette 10e maison. Mais c'était quand même un destin obscur et qui était tout à fait lié, effectivement, au désir de la mère. Bien sûr, on pourrait épiloguer, on pourrait élargir, on pourrait dire ici, on a tout à fait une vibration karmique qu'on va sentir. Ce lien mère-enfant est tellement fort et tellement inscrit en lettres de feu qu'on peut dire que ça va au-delà du simple regard classique, les ambitions, etc. Ici, ce lien extrêmement étroit entre mère et enfant n'était pas un lien de gloire, mais était un lien de vécu extrêmement sensible, extrêmement douloureux, extrêmement délicat. Donc, vous voyez, apprendre à ne pas recevoir ça toujours nos maisons absolument au premier degré, parce qu'effectivement, on risque d'introduire finalement des erreurs graves. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que l'astrologie peut être vécue sur des plans différents. Et qu'on peut très bien trouver, par exemple, un thème où on va avoir l'impression que c'est un thème mortifère. On va dire cette année, c'est une année terrible, et souvent d'ailleurs, quand ce sont des années terribles, ce n'est pas une année, c'est un temps. Et puis, la personne va vivre des choses douloureuses, elle ne va pas forcément décéder, mais vous avez quand même une petite odeur de soufre dans ce texte, vous avez une petite odeur mortifère, la personne ne meurt pas. Mais on peut dire que, et ça il faut comprendre, qu'il y a plusieurs façons de mourir. Et que mourir n'est pas là aussi non plus mourir au premier degré, mais on peut mourir dans une idée évolutive. On quitte la vieille peau, on quitte le vieil homme et on passe sur un autre plan. Et ça, combien de fois là aussi, vous avez des thèmes de transit particulièrement douloureux, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la fin sur ce plan terrestre? Et ça pourrait très bien l'être. Et en fait, ça n'est pas la fin, mais c'est une évolution
de la personne, souvent effectivement dans une certaine douleur, dans un certain, comment dire, un certain renouveau, en somme, de ce que la personne est. Comme je disais, c'est quitter la vie pro, c'est mourir au vieillard, mais c'est passer sur un autre plan. Donc, là encore, bien voir que c'est vrai qu'il faut avoir de la bouteille en astrologie. C'est vrai qu'il faut avoir l'expérience. Et que ce n'est que l'expérience qui nous guide. Vous voyez, c'est le travail. C'est pas tellement le don, c'est travailler, c'est faire beaucoup de thèmes, c'est avoir beaucoup de thèmes derrière soi et beaucoup d'années derrière soi. Mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer et avec le travail, on acquiert ce nez, si je puis dire, vous voyez, cette expérience. Alors, bien sûr, je vous ai pris la 10e maison parce que bon, c'est la maison, au fond, c'est le destin, c'est les actes du sujet. Mais on pourrait prendre toutes les maisons et encore une fois les élargir. Combien si on prenait par exemple une 5e maison, toujours au premier degré, on va dire à une personne, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, et puis on va faire là tout un... là encore, l'astrologie c'est un travail de synthèse. On ne va pas s'appuyer de toute façon sur une seule maison, il faut s'appuyer sur tout. Dire qu'une chose est plus importante qu'une autre, ça n'est pas bon non plus. Vous avez des personnes qui vont dire, au fond, c'est pas la peine de regarder les aspects, ou alors vous avez des personnes qui vont regarder les aspects. Bon, les deux situations ne sont pas bonnes. Il faut tout regarder, il ne faut rien rejeter, mais il ne faut rien non plus particulariser tout de suite. Il faut rassembler tout le puzzle pour avoir effectivement toute la figure. Ce que je voulais vous dire, oui c'est ça, par exemple la 5e maison, on va penser aux enfants. Combien de personnes ont des 5e maisons chargées et n'ont pas d'enfants? Ça veut dire quelque chose, bien sûr. Ça veut dire que la personne, par exemple, si on veut parler des enfants, on sait très bien qu'une maison veut dire une dizaine de choses. Mais si on veut rester au niveau des enfants, vous trouvez ça chez les instituteurs. Les instituteurs ont souvent des 5e maisons très chargées, n'ont pas forcément d'enfants, ils n'ont pas forcément mis des enfants au monde, mais ils s'occupent des enfants. Effectivement, les enfants sont présents dans leur vie, ce ne sont pas forcément des enfants de chair, mais effectivement, ce sont des enfants liés à la pédagogie. Bon, et puis de toute façon, c'est vrai que la 5e maison peut être liée aussi aux spéculations, aux finances, aux hobbies, etc. Bon, tout ça, je suppose que vous le savez si vous êtes un peu plus d'astrologie. La maison 2, c'est pareil. Quand on a une maison 2, on a tendance à parler de l'argent. Et on a raison, puisqu'au fond, la maison 2, ce sont les finances. Bon, on entend quelquefois, bon, surtout quand les étudiants débutent, au fond, c'est normal qu'on passe tout de suite au premier degré, et c'est pas plus mal non plus d'ailleurs. On aurait tendance à dire que ce sont des gens qui sont complètement polarisés sur l'argent, qui vont ou dépenser beaucoup d'argent, ou gagner beaucoup d'argent, ou etc. Ou ce sont des gens pingres parce qu'il y a Saturne, ou ce sont des gens hyper généreux parce qu'il y a Jupiter, etc. Ça, c'est encore une fois un petit peu trop au premier degré. Il faut entendre aussi cette deuxième maison comme l'idée de vouloir construire quelque chose, bâtir quelque chose, s'enraciner dans quelque chose. Et très souvent d'ailleurs, ce qui est intéressant en astrologie, ce sont les axes, beaucoup plus qu'une maison, etc. Les axes, et par exemple, quand vous avez un axe du 8, c'est très parlant, parce que vous avez ici, finalement, c'est un axe très évolutif. Beaucoup plus évolutif que si vous avez un axe complètement figé dans votre maison 2. Si vous avez un axe de 8, là vous avez une notion évolutive. Pourquoi? Parce que vous avez tout le côté de cristallisation de cette maison 2. C'est notre taureau pour la maison 2. C'est construire, c'est bâtir, c'est vouloir, c'est le désir du temps, bâtir dans le temps, la persévérance, s'enraciner, etc., etc. Donc psychologiquement, la personne va s'enraciner dans ses habitudes, dans ses avoirs, dans ses désirs. Une maison 8 qui fait face. Donc ici, un axe des aspects d'opposition. Eh bien, vous avez tout à fait l'image ici, possession des possessions. Et dans cet axe qui est quand même
tout axe est douloureux, mais on peut dire en même temps que tout axe est évolutif, parce que vous avez la dépossession en face. Eh bien, dans l'idée de la possession de la maison 2, vous allez avoir en face, le destin va vous proposer de remettre en cause cette idée de vouloir bâtir, tenir. Eh bien, en face, il va y avoir des remises en cause. Dans les axes, il y a des remises en cause. Et c'est vrai que les axes sont évolutifs. D'ailleurs, qu'est-ce que sont les axes? Ce sont des attitudes martiennes. L'axe est martien. Pourquoi? Parce que vous avez affrontement. Vous avez un face-à-face. Or, Mars, qu'est-ce que c'est? C'est l'adversaire. C'est celui qui fait face. C'est celui qui tire l'épée. C'est celui qui se défend. C'est celui qui attaque. Or, dans l'opposition, eh bien, vous avez ce face-à-face qui, effectivement, à certains moments est douloureux, mais est évolutif également. Alors que dans l'image du carré, vous avez déjà une image plus saturnienne, c'est-à-dire que vous avez déjà une image plus contrainte, plus concrète, mais tout est évolutif, parce qu'au fond, c'est pareil. Dans l'introversion que peut représenter le carré, vous avez l'idée d'une réflexion, d'une remise en cause, d'une introversion. Si on reprend l'idée des maisons, par exemple, une maison 8, c'est pareil, comment la voit-on? Qu'est-ce qu'on va lui donner à cette image de la maison 8? On va lui donner les capitaux, on va lui donner les pertes, on va lui donner la mort, on va lui donner la sexualité. Mais là aussi, dans cette maison 8, il faut voir cette image de la mort qui s'inscrit et il faut l'entendre là aussi à des degrés divers. Dans un sens d'évolution, et très souvent lié à un sens d'angoisse. Quand vous avez un échange entre la 1 et la 8, il y a souvent des notions d'angoisse qui peuvent être d'ailleurs très créatrices. Vous savez que de toute façon, la création est toujours liée à l'angoisse. Donc l'angoisse en elle-même, elle n'est pas facile à vivre, elle n'est pas facile à assumer, mais en même temps, elle peut très bien passer sur des plans de création. Et c'est vrai que la maison 8 participe souvent à l'angoisse parce que c'est la mort. Au fond, la seule et véritable angoisse, c'est l'angoisse existentielle. Toutes nos mini-angoisses, nos petites peurs, en réalité, sont toujours liées à la grande peur viscérale, qui est la peur de la mort. Avoir peur des araignées, avoir peur des souris, avoir peur de sa belle-mère, avoir peur... C'est souvent lié à une angoisse plus profonde. Vous voyez, c'est plutôt lié. Avoir peur des araignées, c'est un symbole, si vous voulez. Parce que l'araignée, elle ne va pas vous manger. Bon, bien sûr, elle peut vous piquer, elle peut vous affecter, c'est pas agréable. Mais c'est typiquement lié à un sentiment d'angoisse qui est toujours lié à la grande peur viscérale qui est inscrite dans votre 8e maison, en gros. Et lorsque vous avez des échanges, par exemple, le maître de 1 en 8, le maître de 8 en 1, là, il y a toujours un petit, une vibration un petit peu d'angoisse. Alors, bien sûr, tout ça, c'est à moduler dans un ensemble. Là encore, on ne va pas rester sur un seul point, c'est à moduler dans un ensemble. Mais déjà, on peut dire que ce sont des points d'angoisse qui peuvent être d'ailleurs des points très évolutifs. Tout ça, il faut bien comprendre justement comment la personne, si c'est une battante, si c'est une introvertie, s'il y a une fuite dans le reste, donc tous ces aspects, toutes ces positions seront vécues selon, bien sûr, un ensemble général du thème. Bien. Est-ce que, pour que ce soit plus dynamique, pour que vous participiez un petit peu plus, est-ce que vous voudriez poser des questions? Est-ce que, oui, monsieur? Vous avez mis un peu la porte-à-faux par rapport à la maison. Oui. Alors, je voulais savoir, la question de vocabulaire, mais aussi de tradition, la maison, la mère et la maman. Le destin et puis les fondements. La fin de ce truc. Il y a un peu un porte-à-faux.
Quelle est la maison du père? La gare. Alors, ça c'est la tradition hindoue. La tradition française, c'est la quatrième maison. La mère. La maman. Je dirais qu'il y a la mère génétique, qui a l'idéal. Alors, où est l'idéal du père? Mais c'est-à-dire que... La profession, c'est une vie sociale. Oui. Il y a la mère génétique, oui. qui est le fondement, et il y a l'idéal de la mère. Qui est la vie. Oui. Ah, je ne sais pas. C'est justement là où la vocabulaire est. Oui. Vous avez mis le mot désir. Alors, c'est pour ça que je suis oui, le père, ou l'idéal du père. Écoutez, pour moi, parce que je sais bien qu'il y a des discours quelquefois un petit peu différents. Mais la voix que vous avez mis en contact Oui, oui. par rapport à la mère. Oui. Pour moi, l'image de la mère, elle s'inscrit dans la 10e maison, dans la lune. Elle s'inscrit là avant tout. Dans la 10e maison et dans la lune. Et le père, pour moi, s'inscrit dans la 4e maison et dans le soleil. Et les maîtres. Si la lune est au soleil, nous sommes en contact. Oui. Et c'est là, pour la carte de la vie. Et la maman, elle vous a donné la vie. Oui. Dans quelle maison? Donc, on vient de la mère. Le désir de la mère et la mère. C'est ça que vous avez dit. Oui. D'ailleurs, remarquez une chose intéressante, c'est que dans votre maison 10, vous avez souvent le signe de la mère ou son ascendant. C'est beaucoup plus courant que hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Mais statistiquement parlant, observez. Vous verrez, là, il y a une ritournelle dans cette maison 10. Si vous avez justement la possibilité, bon, je suppose que vous l'avez, de faire des thèmes parents-enfants, mère-fille, vous avez cette comment dire, combination, si vous voulez, entre cette maison 10 et l'ascendant de la mère, ou même le signe de la mère. Vous l'avez souvent même au premier degré. Et même vous avez le comportement de la mère qui s'inscrit dans la 10e maison. Faites-en la recherche, vous verrez. C'est au premier degré. Oui. Oui, c'est ça. Le premier degré, il ne faut pas le rejeter non plus. Hein. Il faut l'élever, c'est sûr. Il faut élever les vibrations du premier degré.